vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Le 2 novembre dernier se tenait un forum public sur l'encadrement de l'intelligence artificielle organisé par le Conseil de l'innovation du Québec. Cet événement se voulait rassembleur pour parler de l'IA et de ses enjeux et de ses opportunités. Il s'agissait surtout de parler des bénéfices que ces technologies numériques ont dans nos vies. Il s'agit d'une grande promiscuité et de nombreux chamboulements, comme nous pouvons déjà le voir avec ChatGPT dans les écoles, les assistants virtuels, non sans erreur, et les applications de nos téléphones un peu biaisées. Les attentes sont grandes, mais les inquiétudes aussi, et même au sein de nombreux acteurs de cette industrie, comme nous avons pu le voir ce printemps, des appels au moratoire et des interventions à plus de régulation. Est-il possible de vraiment réglementer l'usage de l'IA? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. Cette semaine, à Je vote pour la science, nous intéressons aux réglementations possibles de l'intelligence artificielle. Est-ce que vraiment possible? Donc, pour en parler, je suis en compagnie de Jonathan Martineau, professeur adjoint au Liberal Arts College de l'Université Concordia. Il est l'auteur de nombreux articles, traductions sur l'histoire des idées et le temps social. Il a notamment publié L'ère du temps, modernité capitaliste et aliénation temporelle. Ça, c'était Lux en 2017. Et il est également, et c'est pour cette raison que nous l'avons invité, co-auteur de l'ouvrage récent Le capital algorithmique, accumulation, pouvoir et résistance à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça s'est publié récemment aux éditions Éco-Société. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi en compagnie de Céline Casté-Renard. Elle est professeure titulaire à la faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa. Elle est titulaire de la chaire de recherche intelligence artificielle, responsable à l'échelle mondiale et auteure du livre Droit du marché unique numérique et de l'intelligence artificielle paru en 2020 aux éditions Larcier, je pense. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci de me recevoir. Donc, en mai dernier, le ministère de l'Économie et de l'Innovation de l'Énergie a chargé le Conseil de l'innovation du Québec d'initier une réflexion collective autour du développement éthique et responsable de l'intelligence artificielle au Québec. Le discours est ici, contrairement en Europe, très enthousiaste et économique. Beaucoup d'argent a été et est encore investi dans ces technologies et on parle encore trop peu de régulation ou de ce qui arrive avec nos données personnelles. Donc, pour commencer, pouvons-nous vraiment mettre l'intelligence artificielle sur pause, comme on en a parlé au printemps, le temps peut-être de mieux encadrer ces technologies? Monsieur Martineau. Mais l'appel à la pause ou au moratoire, je pense certainement était un point de réveil peut-être pour une certaine partie de la communauté de développement des technologies d'intelligence artificielle. On a vu des grands noms aussi se joindre à cette demande de moratoire là, il y a quelques mois. On peut voir ça comme peut-être un développement positif d'une industrie, d'un secteur qui s'est développé à une vitesse effrénée jusqu'à maintenant et qui prend peut-être davantage conscience de l'étendue des impacts de la technologie. Donc, on sort un peu des œillères d'un développement technologique qui a été très payant en capital économique et symbolique pour ces acteurs-là. Et on sort un peu des œillères pour prendre en compte l'étendue des impacts du déploiement de ces technologies-là dans la société déjà, pas seulement dans le futur, mais déjà. Et je pense qu'il y a beaucoup de voix peut-être plus critiques ou plus sceptiques qui se sont élevées aussi dans la société civile, mais sur le plan des experts aussi de l'éthique de l'IA pour pointer à certaines limites, certains problèmes qui étaient soulevés par le déploiement un peu aveugle de ces technologies-là. Donc, d'un côté, je pense que l'appel au moratoire venait d'un bon endroit, comme on dit, sur le plan moral, pour tenter peut-être d'inclure plus de voix, plus de discussions dans les processus décisionnels. D'un autre côté, je pense que
je me méfierais un peu d'une industrie qui demande à se faire réguler. Je pense qu'il y a aussi des intérêts sur le plan de stabiliser les innovations, être capable d'attirer des investissements à long terme. Pour ces acteurs-là, ça nécessite une certaine forme de régulation aussi. Il faut savoir qu'est-ce qui va être permis ou pas dans quelques années. Donc, il y a aussi, je pense, des jeux politiques qui se jouent dans ces appels au moratoire-là. Mais bon, puisqu'on est sur le sujet, je pense que il faut prendre la balle au bon, peut-être avantage, et se poser ces questions-là, des impacts sur le travail, sur l'environnement, sur la vie privée, sur les discriminations, les biais aussi, tous les enjeux normatifs qui ont été soulevés à maintes reprises. Maintenant, il y a une littérature critique très riche autour de ces sujets-là. Donc, je pense que c'est peut-être une bonne occasion de mettre ces questions-là de l'avant et d'avoir une réflexion collective un peu plus large sur l'intelligence artificielle, un peu plus large que simplement en tant que technologie. Oui. Professeur Castet-Renard, cet appel au moratoire, est-ce que c'est une bonne occasion? Et est-ce que c'est pas étonnant de la part justement d'une industrie de vouloir se mettre sur pause? Oui, tout d'abord, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. C'est effectivement peut-être le constat de la prise en compte d'un certain nombre de critiques et peut-être le fait qu'on soit moins technophile, techno-enthousiaste, techno-solutionniste, et peut-être que c'est une nouvelle ère. D'un autre côté, d'autres ont pu dire que c'était un petit peu que c'était un peu un faux appel à la pause, puisque personne ne s'est arrêté, y compris ceux qui ont signé cette tribune. Je pense qu'effectivement, il n'y avait pas vraiment d'intention d'arrêter, mais peut-être une intention de réfléchir et puis de voir un petit peu comment orienter l'intelligence artificielle à l'avenir et ce que l'on ne veut éventuellement pas permettre. Mais c'est vrai que d'un autre côté aussi, on voit que c'est un peu un jeu politique, parce que à la fois ceux qui appellent au moratoire, ceux qui prétendent qu'il faut tenir compte des risques présents ou existentiels, peu importe, et ceux qui nous disent que c'est très grave et très dangereux sont aussi ceux qui développent. Donc on a un peu envie de leur dire peut-être qu'il vous appartient de faire quelque chose, justement. Peut-être qu'il aurait fallu y penser avant de mettre sur le marché certains usages ou certaines technologies. Et puis on voit aussi le double discours qui consiste à dire que oui, il faut réglementer, c'est ce qu'on dit au grand public et c'est ce qu'on dit devant les micros aux médias, mais en coulisses on voit aussi qu'il y a beaucoup de lobbying en Europe en particulier, ailleurs aussi, pour qu'il n'y ait pas trop de réglementation, c'est le cas bien sûr aussi aux États-Unis, pour qu'il n'y ait pas trop de réglementation. Donc d'un côté on dit aux médias réglementez-nous, c'est très grave, il y a des risques, etc. Et de l'autre côté, non, pas trop. On a quand même un business model et il faut qu'on reste innovant. Et puis, on sort toujours l'épouvantail de la Chine pour dire qu'il ne faut pas être doublé par la Chine. C'est ce que font en particulier les entreprises américaines. Oui. L'intelligence artificielle, Monsieur Martineau, c'est un peu un buzzword. Qu'est-ce qu'on met dedans? Je sais que dans votre livre, vous préférez parler des algorithmes. Oui, on met beaucoup de choses dedans. C'est un peu pour ça qu'au début du livre, on fait un petit détour là, pour essayer de contourner un peu ce qu'on appelle en anglais le hype, donc une espèce de battage médiatique communicationnel autour du terme intelligence artificielle. Il y a plusieurs problèmes. Là. Il y a un article que j'aime bien par un critique de la technologie très, très important, Evgeny Morozov, qui fait l'argument que l'intelligence artificielle n'est pas vraiment intelligente, n'est pas vraiment artificielle, donc le terme serait à repenser. Ce qu'on met là-dedans, en fait, c'est un développement technologique et on veut aller un peu au-delà de justement de cette vision très technocentrée du développement des algorithmes, et on le voit comme un développement technologique, mais qui est venu s'insérer au sein de processus d'abord économiques, puis ensuite politiques et sociaux, beaucoup plus larges. Donc, on parle évidemment à la base d'une technologie, on parle d'une technologie qui est ancrée dans certains rapports sociaux, dans certains rapports de pouvoir, dans des formes d'accumulation, si on veut. Dans le livre qu'on a publié, moi et mon collègue Jonathan Durand-Folco, on explore les algorithmes ou le capital algorithmique comme un processus multidimensionnel dans la société. Une logique d'accumulation économique, d'une part, ou maintenant avec l'extraction des données personnelles, la capacité des firmes de monétiser ces données-là de diverses façons, que ce soit en actifs de données ou que ce soit
en produisant ce qui a été appelé dans la littérature des produits prédictifs. Il y a toutes sortes de façons de monétiser ces données-là. Donc, c'est une logique d'accumulation qui vient s'ajouter aux logiques d'accumulation traditionnelles des économies de marché capitalistes. Ensuite, c'est aussi un rapport social, une nouvelle forme de médiation des rapports sociaux entre les gens et l'information, entre les gens et l'accès à la mémoire collective, l'accès aux autres. Donc, aux organisations, au gouvernement aussi. Et finalement, c'est aussi une nouvelle forme de pouvoir. Donc, on développe aussi ce concept-là des algorithmes comme instituant une nouvelle forme de gouvernementalité algorithmique, si on veut, où on vient contrôler les comportements de façon médiatisée par la technologie, par l'information, certaines façons qui mobilisent de bonnes vieilles formes de pouvoir et d'autres qui sont aussi assez inédites. Donc, l'intelligence artificielle, pour nous, c'est un phénomène multidimensionnel et on essaie de sortir l'analyse un peu et je pense que c'est en fait un bon point de départ pour la réflexion de sortir d'une analyse très technocentrée pour voir vraiment le big picture, comme on dit en anglais, donc le portrait d'ensemble, une vision d'ensemble, de voir ça comme une transformation, un changement historique aussi qui affecte plusieurs facettes de la société. Oui. Professeur Castet-Renard, d'après vous, c'est quoi les enjeux les plus importants de l'intelligence artificielle et la nécessité donc de veiller à encadrer tout ça? Alors, du point de vue du droit et de la réglementation, effectivement, si on intervient, c'est pour essayer de contrer un certain nombre de risques ou de problèmes. Donc, les enjeux dont on va parler, ce sont effectivement des risques. Alors, il y a une espèce de bataille idéologique en ce moment entre les risques actuels et les risques futurs existentiels. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais il faut plutôt considérer que la législation, de toute façon, va d'abord s'occuper des risques présents, actuels, qui ont déjà été largement documentés et qui sont suffisamment préoccupants pour qu'on ait envie, besoin de s'en occuper. En particulier les risques de biais qui ont déjà été mentionnés, les risques de biais qui peuvent entraîner de la discrimination, discrimination de genre, de race, d'âge, de handicap, etc. Tous les critères classiques de discrimination peuvent se retrouver dans les décisions portées par des algorithmes. Alors soit parce que les données d'entraînement sont biaisées, parce que insuffisamment représentatives par exemple, ou au contraire trop représentatif pour certaines communautés, trop ou pas assez. Il y a une sur- ou sous-visibilité, dépendamment de ce qu'on cherche à faire, parce qu'évidemment, il y a des enjeux différents selon s'il s'agit de technologies de surveillance. On sait que certaines communautés sont surveillées, surpolicées, et puis au contraire, quand il s'agit par exemple d'accorder des prêts ou des aides sociales, peut-être que ces communautés, les communautés qui devraient peut-être davantage y avoir droit, seront peut-être mal représentées. Donc vraiment les questions de biais sont très importantes. Les questions de vie privée, bien sûr, qui sont liées aussi à la surveillance en particulier. On parle beaucoup de reconnaissance faciale, par exemple. Et plus largement, je dirais que les risques sont aussi pour tous les droits fondamentaux, donc des risques par rapport à la liberté d'expression, d'opinion, puisqu'il y a pas mal de manipulations, notamment avant les périodes électorales, des hypertrucages. Donc ça, c'est un enjeu sociétal majeur qui peut même aller jusqu'à porter atteinte à la démocratie. On peut penser bien sûr aux règles classiques, aux garanties procédurales. Si les décisions sont prises par algorithme sans qu'il y ait d'explication, de transparence, de contrôle humain, ça porte atteinte à des principes clés, des garanties d'explication qui sont par exemple des principes fondamentaux en droit administratif, s'il s'agit d'une décision prise par l'administration. Donc on a tous les enjeux possibles en lien avec les droits fondamentaux, avec la santé aussi, s'il y a des risques d'atteinte à la personne, de même que des risques pour la sécurité, si ces IA sont intégrées dans du matériel. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Parlons peut-être de ChatGPT. Quels sont les enjeux de réglementation liés à de tels robots conversationnels ou IA génératifs, comme on les appelle, M. Martineau?
Dans ce qui concerne ChatGPT, on retrouve l'ensemble des enjeux qui viennent d'être mentionnés par le professeur Castel-Renard. Et à ça, on peut peut-être ajouter aussi des pressions sur le monde du travail qui se manifestent à différents niveaux de façon différente. On a d'une part l'introduction, par exemple, de ChatGPT dans certaines formes de travail administratif ou cognitif peut élever vraiment drastiquement et d'un coup les standards de productivité. Donc, on parle d'intensification du travail. Ici, on peut aussi parler de déplacement de certaines tâches ou de reformulation de certaines tâches associées à des emplois. Donc, il y a vraiment des bouleversements quand même assez importants dans le monde du travail. On peut voir aussi pointer le risque, si on veut, d'une fracture entre des travailleurs et des travailleuses qui possèdent des degrés de littératie technologique très élevés par rapport à d'autres, ou par rapport à d'autres travailleurs-travailleuses qui préfèrent travailler avec des technologies low-tech dans le travail à la pige, par exemple. Donc, on peut voir des problèmes d'inégalité au travail surgir aussi dans ces secteurs-là où ChatGPT peut avoir un grand impact. Moi, une chose qui m'inquiète aussi quand même, c'est qu'on a vu, surtout avec les IA génératives là, de texte et d'images développées par OpenAI, mais développées par d'autres startups et compagnies aussi qui ont été très, très rapides à établir des partenariats avec les grands joueurs du secteur, avec les GAFAM. Par exemple, OpenAI s'est allié à Microsoft. Et là, la dépendance de toutes les organisations du travail, mais des organisations dans la société aussi envers ces compagnies-là, pour moi, ça commence à vraiment poser problème là, sur le plan du pouvoir de dicter les normes en termes de travail, en termes d'opération, du pouvoir d'être un peu le garant du fonctionnement de plein de processus dans la société qui reposent au final sur un très petit nombre d'acteurs. On en parle de plus en plus, je pense, dans la littérature, c'est les enjeux environnementaux. Le poids, l'empreinte carbone, l'empreinte des émissions de gaz à effet de serre des technologies, non seulement dans leur entraînement, là, on parle d'algorithmes, mais aussi dans leur utilisation. Et si on ouvre les œillères aussi encore un peu, on voit toute une industrie extractive, en fait, qui vient supporter la production, l'entraînement des algorithmes. Donc, il y a l'industrie extractive de métaux rares, par exemple, de tout le secteur d'énergie fossile qui est en train de s'automatiser aussi. Donc, il y a des enjeux sur le plan de l'empreinte carbone, de la technologie en général, qui vient être accélérée encore par les IA génératives. Là, on parle de quintupler ou parfois de décupler l'empreinte carbone de certaines recherches dans Google, par exemple, qui serait accompagné d'une IA générative maintenant. Donc, ce sont des problèmes et peut-être des enjeux de réglementation, de régulation auxquels il faut commencer à sérieusement, sur lesquels il faut sérieusement se pencher à partir de maintenant. Oui. Professeur Castel-Renard, il y a eu l'adoption du Règlement général de protection des données en 2016 au Parlement européen qui tente de protéger certains droits donc, de données personnelles. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler les grands principes et est-ce que, selon vous, quel est peut-être le rôle de l'État dans tout ça pour garder le contrôle finalement de nos données ou à moins que ce soit sur les épaules de chacun d'entre nous? Si je peux me permettre d'abord d'ajouter à la question précédente. GPT, oui. Oui, j'ajouterais aussi, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, j'ajouterais aussi qu'il y a des enjeux de cybersécurité. Parce que il y a quand on utilise ChatGPT, qu'on fait un certain nombre de prompts et notamment lorsqu'on l'utilise dans un cadre professionnel, il y a des malfaçons, des virus qui peuvent s'introduire et les entreprises commencent à s'inquiéter très sérieusement de l'utilisation par les employés. D'ailleurs, certaines entreprises l'interdisent purement et simplement. Mais en tout cas, il y a des récupérations de virus et des entrées dans les virus, enfin des entrées par ce biais-là. Et si la sécurité est trop faible dans l'entreprise, il y a vraiment des risques très très significatifs qui sont peut-être pas encore bien compris par les employeurs et les employés également. J'ajouterais aussi qu'avec les modèles de fondation, compte tenu de la grande quantité de données, de la masse de données, il y a aussi des enjeux pour la sécurité nationale. Et lundi, le président Biden, d'ailleurs, a souligné cet aspect-là, des risques d'attaque sur la sécurité. Et donc, des exigences supplémentaires vont être posées aux entreprises qui créent ces très grands modèles qui sont effectivement
particulièrement gourmands en données et en ressources. Donc il faut effectivement s'en préoccuper. Pour revenir à la question sur la protection des données personnelles, oui, c'est effectivement un des aspects, un des enjeux de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le règlement européen, le RGPD, en 2016, a posé un certain nombre de règles. En ce moment, le Canada aussi veut réviser sa législation fédérale sur le secteur privé, la loi PIPEDA, dans le projet de loi C27 qui contient aussi également une partie sur l'intelligence artificielle. Donc, il faut, en plus de l'encadrement des données personnelles, il faut de toute façon aussi encadrer l'IA à part entière, et donc le Canada a décidé de le faire dans une seule et même loi. L'Union européenne a d'abord fait sa réforme des données personnelles effectivement en 2016, et maintenant dans le projet de loi, le projet de règlement AI Act envisage d'encadrer aussi l'IA. Dans le RGPD, il y a un certain nombre de principes qui sont très difficiles à faire respecter dans un contexte d'IA, en particulier sur les gros modèles de fondation, comme les gros modèles de langage d'IA générative, des principes fondamentaux comme les principes de nécessité, de minimisation d'utilisation des données, de finalité, qui normalement doivent permettre aux personnes d'avoir un certain nombre de contrôles, d'avoir un minimum de contrôle sur l'utilisation de leurs données. Et on voit que c'est assez antinomique avec le fait d'amasser une très grande quantité de données dans le cadre de ces modèles. Donc là, il y a une tension qui me paraît importante. Il y a aussi des principes d'études d'impact, de minimisation des risques, et je suis pas certaine que ces législations soient véritablement respectées aujourd'hui. Les modèles de langage ont été mis sur le marché sans, à mon avis, qu'il y ait eu vraiment de vérification des données utilisées, du consentement des personnes dans l'utilisation de ces données, de l'autorisation des auteurs, en particulier puisqu'on a parlé de la propriété intellectuelle. Tout ça n'a pas été vérifié, et c'est aujourd'hui après coup qu'on essaie de dire désormais il faudra par exemple indiquer un résumé des œuvres qui ont été utilisées pour qu'on ait un minimum de traçabilité. Mais aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas. Oui, comment on fait ça alors, Monsieur Martineau, pour réglementer ou pour essayer justement en mode solution de poser certains gestes législatifs, mais peut-être aussi personnels pour... C'est la grande question. Oui. Que faire? Je pense que d'une part, là, et de façon quand même assez urgente, il faut une réaction, il faut des consultations, il faut des actions de la part du législateur. Je pense que là-dessus, les gens sont assez d'accord, mais je pense qu'il faut peut-être aller voir un peu plus loin aussi et se poser la question des causes et des origines de ce déploiement technologique-là et des processus de décision, si on veut, ou de l'autorité sur le développement de ces technologies-là. Comment elles sont développées, à quelle fin. Et ce qu'on voit en ce moment, comme le soulevait brièvement professeur Castel-Renard, c'est que ces technologies-là sont développées dans un esprit de compétition entre grandes firmes, oui, où la vitesse de développement est garante de succès, et où ça donne lieu peut-être à négliger certains aspects reliés à la sécurité du public, par exemple, au développement pérenne aussi de ces technologies-là, et tous les autres enjeux là, qu'on a soulevés. Donc, je pense qu'il faut aussi se poser la question, dans quel cadre ces technologies-là sont-elles développées? Je pense qu'il faut se poser la question, est-ce qu'à un certain point, est-ce qu'on a assez de technologies aussi? Est-ce que les algorithmes sont bons pour absolument tout? Ou est-ce qu'il faut restreindre leurs utilisations dans des contextes précis, au service du bien commun, au service de l'égalité entre les genres, par exemple, avoir des principes un peu en amont, si on veut, du développement de ces technologies-là, où on peut privilégier une certaine forme de sobriété numérique, une certaine forme de démocratisation des techs aussi, parce qu'on voit que le pouvoir est très, très concentré en ce moment autour des grands acteurs, et peut-être poser la question de l'investissement de l'État qui, au lieu de financer des entités privées pour développer ces technologies-là, pourrait mettre sur pied des programmes peut-être davantage publics avec plus d'imputabilité démocratique, avec plus comme on dit, d'intrants décisionnels de la part des communautés. Sur le plan personnel, je pense que
c'est important de s'informer, mais il faut aussi voir que les actions de déconnexion personnelle, par exemple, de sobriété personnelle, ne changent pas grand-chose au grand tout, si on veut. Donc, il faut vraiment, je pense, à privilégier des solutions collectives. Oui, professeur Gasté-Renard, assez rapidement, vous, en mode solution, les gestes à poser collectivement, individuellement. Je pense que, bon, effectivement, la législation me paraît indispensable, mais surtout, je pense que c'est très important que chacun s'empare du sujet. Parce que le problème avec les technologies, c'est qu'on a une poignée de personnes et d'entreprises qui concentrent le pouvoir et qui dominent tout le reste de la société, aussi bien les autres entreprises que les personnes. Donc, c'est vraiment une toute petite poignée qui agit et qui décide pour tout le monde. Donc, évidemment, aucun processus démocratique à cela. Et donc, il faut qu'on s'empare tous de ces enjeux. Et ça me paraît important de faire beaucoup de pédagogie, d'avoir des discussions, d'avoir des rencontres, d'exiger des décideurs publics d'agir également. Et ne pas laisser la discussion avec quelques experts qui diraient c'est très compliqué, l'IA, vous inquiétez pas, on est là pour agir pour vous dans le bien commun, enfin qu'on sache trop ce que ça veut dire. Donc ne pas laisser ces entreprises toutes seules, ne pas non plus laisser une poignée d'experts scientifiques aussi bons et bienveillants soient-ils, parce que c'est l'affaire de tous en fait. L'IA s'applique à tout le monde, dans tous les pans de la vie sociale, donc la conversation ne doit pas être réservée à quelques-uns. Et toutes les informations qu'on peut donner, toutes les discussions qu'on peut avoir, les débats, sont bienvenus, et ça me paraît essentiel de se poser la question pour chaque usage si c'est vraiment nécessaire d'avoir de l'IA, si l'IA apporte vraiment quelque chose, ou si on peut se contenter d'autres solutions. Je vous remercie beaucoup. Vous venez d'entendre Céline Gasté-Renard, professeure titulaire à la Faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa, titulaire de la chaire de recherche Intelligence artificielle, responsable à l'échelle mondiale. Et on était en compagnie de Jonathan Martineau, professeur adjoint au Liberal Arts College de l'Université de Concordia. Et il était là pour nous parler de son ouvrage, Le capital algorithmique. On va vous mettre le lien dans la page de l'émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. C'est un plaisir, merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, à la réalisation et micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Réécoutez l'émission, partagez-la sur vos réseaux favoris et visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse pour tout savoir de l'IA et de sa réglementation. Passez tous et toutes une très belle semaine. Portez-vous bien. Jin Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy